Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo consacrée aux Phoenix Suns. Cette équipe de Phoenix n'aura peut-être jamais aussi bien porté son nom parce que l'animal est en train de renaître de ses cendres et les Suns réalisent un très bon début de saison. Après 9 matchs, ils sont à 6 victoires, 3 défaites dans une conférence Ouest très compétitive. Ils ont un net rating, donc un différentiel qualité d'attaque, qualité de défense pour 100 possessions qui a plus 7,2, ce qui les place en 4e. Donc ces Suns sont en train de faire des miracles et je vous propose dans cette vidéo de décortiquer les raisons de ce bon début, quelles sont les causes, quels sont les facteurs qui contribuent à ce que cette équipe de Phoenix soit enfin, après tant d'années de disette, compétitive. Alors la première raison, pour moi la première explication à cette équipe de Phoenix qui retrouve enfin des couleurs, paradoxe quand on vit dans l'Arizona de manquer de couleurs, c'est la défense. C'est la défense avec un Monty Williams qui en arrivant a réussi à faire prendre conscience à tous les joueurs de cette équipe de Phoenix que sans bonne défense, vous ne pouvez pas vous en sortir dans le basket. Il a vraiment vendu un projet autour de qualité retrouvée en défense et cette équipe de Phoenix, sur les 9 premiers matchs, c'est la 11e meilleure défense de la NBA et ça déjà, ça change tout. Et ça déjà, ça change tout parce que la saison passée, ces Suns étaient la 29e défense de la NBA, il y a 2 ans c'était la 30e, il y a 3 ans je crois que c'était la 27e, il y a 4 ans la 24e, il faut retourner à 2014-2015 je crois pour avoir des Suns 19e défense, pour pas avoir des Suns dans le top 5 des plus mauvaises défenses de la NBA. C'était devenu chronique dans cette équipe de Phoenix, ça ne défendait plus et vous ne pouvez rien espérer dans le basket sans un minimum de défense. Et bien ça déjà c'est corrigé. Et vous aviez été très nombreux à me demander durant l'intersaison une vidéo sur les Suns, et j'en avais pas fait parce que je vous avais tous répondu, écoutez, la seule clé pour Phoenix, c'est de commencer à défendre. Et c'est toujours compliqué d'aller faire des projections, des anticipations sur le niveau défensif d'une équipe parce que la défense, ça n'est pas physique, ça n'est pas technique, c'est dans la tête. C'est vous avez envie de défendre ou pas. C'est de la motivation. Il y a évidemment un peu de tactique, il y a évidemment un peu de schéma collectif qui doivent se mettre en place. Et ça, c'est le rôle du coach. Et là, il y a une contribution évidente de coach Monty Williams. Et c'est surtout donner l'envie aux joueurs de défendre. Et là, clairement, ils ont eu l'envie d'avoir envie, puisqu'ils encaissaient 114 points pour 100 possessions la saison passée. Ils n'en encaissent plus que 104. On a réussi à faire l'économie de 10 points encaissés pour 100 possessions. C'est absolument énorme. Et dès lors, derrière, cette équipe de Phoenix, qui est une équipe qui aime jouer vite, qui aime exploiter la transition, le jeu rapide, dès lors que vous avez des stops défensifs, vous pouvez exploiter derrière des séquences en transition. Donc ça déjà, ça change tout. C'est pour ça qu'au-delà des qualités d'attaque, dont on va parler dans un deuxième temps, le renouveau, la renaissance des Suns, en tout cas sur les 9 premiers matchs, elle est d'abord à imputer à cette défense retrouvée. Dans la protection des tirs qui sont tentés tout près du cercle, à 8 pieds, à 2 mètres du panier, donc les lay-ups ou les tirs en dessous, on est classé 11e cette année défensivement pour les Suns. On était 21e la saison passée. Et dans la contestation des tirs à 3 points, des tirs à 24 pieds, des tirs à plus de 7 mètres, on est 11e également cette année. On était 28e la saison passée. Donc on arrive enfin à gêner les attaques adverses, on arrive enfin à contester les tirs et évidemment c'est le début du renouveau défensif. Les Suns cette saison, 3e équipe qui accorde le moins de tirs wide open, de moins de tirs complètement ouverts. Donc effectivement coach Williams a réussi à implanter dans cette équipe de Phoenix beaucoup plus de mobilité en défense, beaucoup plus de réactivité, de rotation et on laisse beaucoup moins de tirs complètement ouverts et on va beaucoup mieux contester. Donc ça déjà, effectivement, c'est l'une des clés dans la progression en défense de cette équipe de Phoenix. Et globalement, dans toutes les séquences d'attaque qui sont initiées par des extérieurs, donc on parle des spot-up, donc les spot-up ce sont les tirs de champ
plus les éventuelles petites feintes, et on va driver après un tir. Les Suns sont classés 7e, donc très très bon dans ce compartiment défensif. On est également très très bon sur la contestation des off-screen, des sorties d'écran. On est également très bon sur la défense du pick and roll, et quand vous arrivez à bien défendre le pick and roll dans le basket, déjà vous mettez un pied dans le carré VIP des bonnes défenses, parce que le pick and roll, c'est l'action offensive la plus utilisée dans le basket. Bien défendre le pick and roll, c'est toujours une clé importante. On va revenir là-dessus dans un deuxième temps, mais bien contester les tirs dans une NBA qui joue de plus en plus loin du cercle, c'est évidemment aussi l'une des clés que cette équipe de Phoenix a bien su exploiter. Beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de QI basket défensif, des bonnes pré-rotations à l'opposé, et on arrive comme ça à avoir des Suns qui sont beaucoup moins passifs et qui subissent beaucoup moins les attaques adverses. Et cette bonne contestation des tirs, elle est à mettre au crédit d'un groupe assez homogène, assez homogène de joueurs, avec une très bonne contribution de Kelly Oubre avec ses bras tentaculaires. Il fait des go-go gadgets au bras pour aller contester les tirs, et il conteste très bien. Rubio fait un excellent travail défensif. On n'a pas forcément toujours associé dans la même phrase Rubio et défense, et pourtant dans la continuité de son passage la saison passée à Utah, il fait de bonnes choses défensivement pour ses Suns, et c'est aussi une des clés, on en parlera plus tard, du succès de Phoenix. Et puis on a un Saric, on a un Kaminsky, des intérieurs qui, dans des rôles polyvalents, quand ils sont amenés à devoir changer ou à devoir être en contestation des extérieurs, font aussi des choses tout à fait intéressantes, contestent bien avec leur long segment, avec leur grande taille. Donc il y a un beau bloc homogène de défenseurs de contestation des tireurs. Booker est un peu exposé, mais il s'en sort pas trop mal, et vous avez comme ça effectivement beaucoup de mobilité, beaucoup de capacité de contestation sur toute la périphérie. Et puis associé à cette défense du jeu extérieur, ce qu'on pourrait appeler la défense des extérieurs, on le disait juste avant, une très bonne défense du pick and roll. Les Suns classés 10e dans ce compartiment, avec également une nouvelle fois un bloc très homogène, avec des bonnes contributions de tous les extérieurs de l'équipe dans la contestation du pick and roll. Rubio fait un très bon boulot, Javon Carter, c'est un espèce de petit pitbull, un espèce de Patoche Beverly, qui quand il arrive effectivement apporte beaucoup de qualité de défense, et on retrouve Oubre Jr., on retrouve un Booker qui fait également un bon travail défensif, et ces extérieurs bien aidés dans leur posture défensive et dans le choix tactique défensif des Suns dans la défense du pick and roll, avec des intérieurs qui font un espèce de shadowing. Il y a un vrai apport de Baines, de l'Australien Baines dans ce compartiment-là, qui vient se mettre en shadowing, c'est-à-dire je ne vais pas sortir trop haut sur le pick and roll, je reste en protection de la raquette, quitte à laisser des petits pull-ups à mi-distance, mais ce sont les tirs les moins efficaces du basket, donc on va laisser à l'adversaire ces petits pull-ups à mi-distance, mais on va bien verrouiller la raquette. C'est Baines fait un travail extraordinaire, extraordinaire de réception de l'attaquant balle en main sur le pick and roll, et derrière on va bien contester, et derrière la bonne contestation, on va faire un excellent travail de blocage au rebond. Donc il y a très très clairement une énorme plus-value de l'intérieur Baines dans cette équipe des Suns. C'était pas forcément la recrue la plus médiatisée de cette équipe de Phoenix à l'intersaison, mais il apporte énormément, il fait un chantier extraordinaire, et dans le sillage de ce petit travail de l'ombre, ces petites choses, les bons écrans, les bonnes contestations, on va bien sortir, etc. Baines apporte énormément défensivement à cette équipe de Phoenix. Et puis on parlait des bonnes contestations de Baines qui sont conclues par des rebonds défensifs. La deuxième explication, le deuxième facteur du très bon début de saison des Phoenix Suns, c'est de très bonnes performances au rebond, et notamment au rebond défensif, parce que, comme je vous l'ai toujours dit, vous ne pouvez pas être une bonne défense sans, une fois que le tir est manqué,
sans aller arracher le rebond défensif. N'oubliez jamais qu'une possession d'attaque se termine quand, en défense, vous avez arraché le rebond défensif. Tant que vous abandonnez des rebonds offensifs à l'adversaire, la possession recommence en continu. Et c'est le jour sans fin, c'est Groundhog Day, mais Bill Murray n'est pas toujours dans la salle, donc c'est moins marrant. Donc rebond offensif, c'est primordial, il faut les arracher. Et les Suns les arrachent enfin, ce qui a été l'un des gros sujets, l'une des grosses problématiques de l'équipe par le passé. Les Suns, la saison passée, au rebond défensif, c'est la plus mauvaise équipe de la NBA. Et tout ça est corrélé. Mauvaise défense, mauvais au rebond défensif, c'est malheureusement corrélé. Et cette saison, on est 6e au rebond, donc on conteste bien les tirs, et derrière on va arracher les tirs manqués qui ricochent contre la planche ou contre le cercle. On a cette saison du côté des Suns, regardez, parmi les 10 joueurs qui jouent le plus, on a 5 joueurs qui ont un pourcentage de rebond défensif qui est supérieur à 18%, ça veut dire que quand ces joueurs sont sur le terrain, eh bien ils vont arracher à eux seuls 18% de tous les tirs manqués vont être arrachés par ce joueur en rebond. C'est comme ça qu'il faut le lire. La saison passée, vous repreniez les 10 joueurs qui jouaient le plus du côté des Suns et vous n'aviez que 2 joueurs à plus de 18% au rebond. Il y avait Ayton et il y avait Holmes. Donc on a en fait cette saison du côté des Suns un bloc beaucoup plus homogène. On retrouve le strength in numbers qui devient un petit peu la marque de fabrique de ces Suns. C'est l'union qui fait la force. Et bien on a une union au rebond, tout le monde va contribuer. Alors évidemment, Baines fait un chantier énorme, évidemment Kaminsky, Saric, ils sont dans leurs registres d'intérieur quand ils vont prendre des rebonds, mais on a aussi une très belle contribution de Rubio, qui fait des belles lectures sur les rebonds et qui va les prendre. Et on a comme ça des Suns qui sécurisent leur séquence défensive avec des bons rebonds. Et ça, c'est super important. Troisième explication du bon début de saison des Suns, c'est évidemment une attaque retrouvée. C'est évidemment une attaque retrouvée avec enfin un vrai collectif mis en place dans cette équipe de Phoenix. Encore crédit à mettre à l'actif de coach Williams qui est venu avec un playbook, il est venu avec ses papiers, avec son petit cartable et il a une nouvelle fois vendu un projet avec un ballon qui est très vivant, avec un ballon qui circule beaucoup à ses Suns, et ce projet a été embrassé, a été adopté par les joueurs, et sur le terrain, ça se matérialise par quelque chose de très agréable à suivre, de très collectif et de très efficace. C'est pas on tourne la balle pour, au nom de la sacro-sainte basketologie collective, le ballon circule mais on n'en fait rien, c'est on fait tourner la balle et ça se concrétise, ça se matérialise par des paniers clés en main. Et ça, c'est vraiment très très fort. C'est toujours impressionnant en NBA quand un coach arrive à impulser quelque chose de complètement nouveau offensivement, collectivement, parce que dites-vous toujours qu'en NBA, les équipes ont assez peu de temps pour se préparer, assez peu de temps d'entraînement, assez peu de temps pour développer quelque chose collectivement, donc c'est toujours quelque part assez impressionnant de voir des équipes être sur la même longueur d'onde comme ça aussi vite. Ces Suns, c'est simple, c'est la première équipe de la NBA en pourcentage de paniers marqués sur passes décisives et de très très loin. De très très loin, puisque regardez, on est à 67%. C'est un pourcentage absolument énorme. On est un petit peu dans les pourcentages de paniers marqués sur passes décisives, ce qu'avaient les Warriors dans leurs années champions, dans leurs années finales NBA. Eh bien, on retrouve ça, le deuxième est à 64. Donc on est vraiment très très loin à la première position. Donc on a des Suns qui génèrent beaucoup de séquences collectives qui permettent d'apporter des paniers clés en main, des paniers construits. Et plus vous construisez, plus vous maximisez vos chances de réussite. Et derrière, effectivement, plus vous mettez vos attaquants dans des situations favorables où ils peuvent sanctionner en efficacité. On est premier cette année, on était 17e la saison passée. Et ce qui est très fort dans cette équipe de Phoenix, c'est qu'on fait beaucoup circuler la balle, mais on la perd assez peu. Et on a finalement le 3e assist turnover ratio de la NBA, donc différentiel passe décisive, ballon perdu. Et ça aussi, c'est une marque d'efficacité, parce que quand vous êtes capable de faire beaucoup circuler la balle et que vous la perdez assez peu, eh bien, c'est toujours profitable, parce que ça traduit une efficacité et une construction offensive qui est intéressante. On était 28e la saison passée, donc encore un marqueur d'efficacité, de rigueur de collectif qui est complètement maximisé
avec cette année l'arrivée de coach Williams dans cette équipe de Phoenix. Et ce qui est intéressant, c'est que évidemment ce collectif des Suns, évidemment cette efficacité collective, ces passes décisives, c'est à mettre au crédit de Ricky Rubio. Il y a un Ricky Rubio effect, on va en parler un petit peu plus tard. Ces Suns, alors évidemment quand j'ai commencé à parler des Suns sur Twitter, les premiers messages qu'on m'a dit c'est oui, ils ont enfin un meneur. Ça y est, c'est collectif parce qu'ils ont enfin un meneur. C'est un petit peu plus compliqué que ça. J'aurais même tendance à vous dire que pour moi en NBA, ça ne veut plus rien dire d'être meneur. Ce poste de meneur pour moi n'existe plus. On peut presque schématiser maintenant d'une façon binaire, c'est quels sont les playmakers et quels sont les joueurs qui finissent, quels sont les finisseurs. Pourquoi je vous dis qu'il n'y a plus de meneur? Parce que l'époque où on avait besoin d'un petit ultra rapide avec d'extraordinaires qualités de dextérité et en capacité d'aller faire les passes pour les coéquipiers, en gros il y avait besoin d'un Chris Paul par équipe, ce temps-là est révolu parce qu'il n'y a plus de pression tout terrain en NBA. Toutes les défenses quasiment, dans 98% des cas, défendent en quart de terrain. On défend sur le dernier quart du terrain, donc vous n'avez plus besoin d'un petit ultra vif, ultra rapide, ultra en qualité de dribble pour monter la balle et assurer ça en dextérité, parce que plus personne ne va vous presser sur la montée de balle. Donc vous avez comme ça des émergences de Ben Simmons, de LeBron, de joueurs qui montent la balle, des Draymond Green, des Jokic. Tout ça est rendu possible parce que les défenses ne sont concentrées que sur le dernier quart. C'est pour ça que la notion de meneur a pour moi un petit peu moins de sens. Mais oui, ces Suns, pour ne pas trop digresser, ces Suns avaient besoin d'un vrai playmaker. Ils avaient besoin d'un vrai joueur qui pouvait créer en efficacité pour les autres, aller faire les bonnes passes. Et évidemment que dans ce registre-là, le recrutement de Rubio est intéressant, avec ses 34% de passes décisives. Donc quand il est sur le terrain, 34% des passes décisives générées par l'équipe sont faites par lui-même. Et on est en train de parler que des passes décisives, mais pas forcément simplement des bonnes passes de transmission, de circulation. Et il a sur ce début de saison un assist turnover ratio incroyable à 4. Donc qui est à un niveau absolument excellent. Mais n'oublions pas aussi, dans cette belle contribution offensive et dans ce beau collectif, l'apport une nouvelle fois de Aaron Baines, qui est quand même à presque 20% de passes décisives, c'est-à-dire que quand il est sur le terrain, eh bien, une passe décisive sur 5 est faite par Baines, avec un très bon assist turnover ratio, donc il fait des très bonnes passes, notamment dans des séquences de hand-off ou dans des séquences où il remonte au-delà de la ligne à 3 points, ce qu'il faisait beaucoup avec les Celtics. Donc on a transposé cette habitude-là qu'il avait déjà, et ce qu'il fait aussi beaucoup avec l'équipe d'Australie, qui joue énormément comme ça, l'équipe nationale. Et on a un Baines qui est un peu la tour de contrôle, il fait des petits hand-off, il envoie des backdoors, et c'est très intéressant, il y a une vraie relation entre Baines et Rubio et Booker, parce que les deux joueurs vers qui il envoie le plus de passes décisives sont ces deux-là. Donc c'est vraiment une relation intérieur-extérieur, mais qui est presque inversée. C'est-à-dire que c'est le pivot qui sort de la raquette pour aller servir les extérieurs dans des backdoors quand il coupe vers le cercle, ou dans des séquences où il y a des hand-off, où il y a des main à main, et où il sert de relais. Donc il y a une belle contribution aussi à ce niveau-là, et vous avez du coup une équipe des Suns qui, au-delà de la transition où on n'était déjà pas trop mauvais la saison passée, où on a maximisé notre rendement, on a une équipe des Suns qui, dans le jeu placé mi-terrain, qui représente toujours à peu près 84% de l'attaque de Phoenix, on a une équipe qui est passée du 28e rang en efficacité au 4e. Parce que on a enfin un petit peu lubrifié tout ça, on a enfin implanté un vrai collectif, on a enfin des vrais démarquages, des vrais mouvements et des vraies séquences qui sont créées collectivement. Et ce collectif 2.0 du côté des Suns, eh bien, il se matérialise dans les playtypes, c'est-à-dire dans la répartition des composantes de l'attaque de Phoenix, par beaucoup plus de séquences issues de scénarios collectifs, des séquences d'attaque collective. Alors qu'est-ce que j'appelle une séquence d'attaque collective? C'est par exemple un cut, c'est par exemple un backdoor.
vous avez un joueur qui se démarque vers le cercle et il est servi par une bonne passe qui permet de lui envoyer un lay-up en dessous. C'est par exemple un pick and roll, rollman, un pick and roll vers le poseur de l'écran. Ça aussi, c'est un scénario collectif. Je pose un écran, ensuite j'ouvre au cercle, à un moment je suis resservi par un coéquipier et je peux aller marquer en dessous, ou bien j'ouvre et je m'écarte à 3 points et je suis resservi et je sanctionne à 3 points. Idem pour les off-screen. C'est une construction collective. J'ai un bon écran, je sors de l'écran, on me fait la passe, je sanctionne à mi-distance ou à 3 points. 48% de l'attaque de Phoenix, c'est des séquences collectives. C'est des séquences qui sont issues de quelque chose qui va générer une passe décisive, qui va générer une circulation du ballon. On était à 41% la saison passée. Donc on a collectivisé l'attaque, si vous me permettez l'expression. On a amené en tout cas une plus grande circulation du ballon et évidemment plus de danger, parce que plus il y a de mouvements, plus il y a de passes, plus c'est dur à défendre. C'est toujours ça aussi qu'il faut avoir en tête. Et à contrario, on est passé à 25% de séquences qu'on pourrait appeler des séquences d'isolation au sens large, donc ça va être du pick and roll porteur de balle, ça va être de l'isolation pure et ça va être du jeu au poste bas. C'est des séquences où le ballon ne circule pas. N'oubliez pas que du pick and roll porteur de balle, il n'y a pas de passe. Certes, vous allez poser un écran sur un joueur qui est en train de dribbler, mais ce joueur ne va pas lâcher le ballon, il va conserver son dribble, sortir de l'écran et faire une petite élévation ou aller driver. C'est des séquences où le ballon ne circule pas. Eh bien on en faisait, on le disait, 32% la saison passée, on n'en fait plus que 25. Donc coach Williams a vraiment amené une volonté de faire circuler la balle dans cette équipe de Phoenix et c'est payant. Et ça c'est justement très intéressant d'avoir une réponse collective aux problématiques d'attaque, aux problématiques d'efficacité en attaque que pouvait avoir cette franchise de Phoenix. Et on en parlait, construction collective, maximisation de la réussite, on met les attaquants dans des bonnes situations, et cette équipe de Phoenix est passée du 21e, de la 21e réussite au pourcentage au tir réel à la 2e cette saison, donc incroyable efficacité des Suns, et on avait le 30e pourcentage de réussite à 3 points la saison passée, on a le 3e en ce début de saison, donc les Suns partent vraiment sur les chapeaux de roue. Il va falloir réussir à maintenir ces niveaux d'adresse, ces niveaux de rendement. Ça va bien sûr pas forcément être évident, il va y avoir un phénomène peut-être de dégradation de l'adresse, de dégradation des qualités d'attaque, de l'efficacité en attaque, mais la structure qui permet de mettre les attaquants et les tireurs dans des bonnes situations, elle est là. Donc il va y avoir les aléas de l'adresse, mais la structure qui permet de mettre les joueurs dans des situations idéales, elle est là, et ça c'est relativement encourageant pour la suite. Et évidemment, quand on parle de jeu collectif bien huilé, comment ne pas évoquer le Rubio Effect? On en parlait un petit peu plus tôt. Il y avait un déficit de playmaking dans cette équipe des Suns, qui pendant de longs mois ont cherché enfin un meneur, enfin un joueur en capacité de créer en attaque. Ils l'ont trouvé, et il y a un vrai Rubio Effect. Il y a un vrai Rubio Effect du côté de ces Suns, et Rubio fait du Rubio, c'est-à-dire que quand vous regardez ces niveaux d'efficacité individuelle en attaque, vous avez un joueur qui est relativement moyen, voire mauvais dans son efficacité pure, c'est-à-dire que quand Rubio est le scoreur, mais vous me direz, c'est pas son fond de commerce, c'est pas son registre. Là où il prend toute une autre dimension, c'est quand vous avez un Rubio qui est le passeur, qui est le créateur. Et là, effectivement, ça change tout. Parce que vous avez un Rubio en pick and roll qui est en indice 41, donc vous dites, ouais, il n'est pas bon sur le pick and roll. Et puis quand vous prenez le pick and roll en incluant les passes, il est en indice 85. Et là, vous comprenez effectivement que ça change tout. Et que ses capacités de passe, ses capacités d'aller servir le coéquipier qui est tout seul, coéquipier qui sanctionne en efficacité, eh bien ça catalyse cette attaque de Phoenix. Et quand vous prenez les contributions de Rubio en ses paniers plus les passes décisives qu'il délivre, eh bien vous avez un joueur qui sur attaque placée mi-terrain, et c'est là où les Suns ont vraiment progressé, c'est sur l'attaque placée mi-terrain, vous avez un Rubio qui est en indice 95. Ça veut dire que son niveau d'efficacité est supérieur à 95% du reste de la NBA, et là vous comprenez effectivement ce qu'on veut dire par Rubio Effect. Et puis, si d'un côté il y a un Rubio Effect,
de l'autre côté, il y a forcément une conséquence. Et la conséquence, c'est la Booker mutation. C'est la Booker mutation parce qu'on parle beaucoup des très bonnes performances de Booker, du jeune arrière des Suns, dans ce début de saison. Mais ces bonnes performances, elles sont l'issue d'une construction collective. Il y a une réponse, et c'est ce que je vous ai toujours dit, la réponse à l'inefficacité en attaque d'un joueur sera toujours une réponse collective. C'est parce que vous avez un collectif qui vous maximise que vous réussissez à performer. Regardez, l'exemple le plus flagrant, c'est Giannis Antetokounmpo avec les Bucks. La saison passée, Antetokounmpo franchit encore un palier en efficacité, devient MVP parce qu'on a construit autour de lui un collectif et un scénario qui le maximise, où on étire au maximum l'attaque, où il peut s'éclater dans des séquences en transition ou dans des séquences de soliste où il va fixer, et si la défense s'écroule sur lui, il ressort sur les tirs. Donc il y a une réponse collective, et cette réponse collective permet une évolution de Booker, et on a un Booker là qui est dans des niveaux d'efficacité jamais atteints, parce qu'il est mis dans des bonnes situations. Voilà l'explication. Voilà l'explication, et concrètement, ça se matérialise comment ? On va y venir un petit peu plus tard, mais en tout cas, on a un Booker qui est en excellence sur le jeu en transition, sur le jeu rapide. On a un Booker qui s'en sort très très bien sur l'attaque placée, là où la saison passée, il était déjà à des niveaux quand même tout à fait corrects. Il y avait eu des belles progressions déjà les années passées dans les niveaux d'efficacité de Booker. On venait de très très loin, mais il était encore très très jeune, donc ça n'avait rien d'anormal. Mais là, on franchit clairement un palier en niveau d'efficacité, en impact, en attaque, et l'un des premiers facteurs de cette Booker mutation, c'est le collectif. On en parlait juste avant. Regardez. Cette saison 2019-2020, 55% des paniers marqués par Devin Booker ont généré une passe décisive à un coéquipier. Donc en gros, c'est du 50-50. 50% du temps, c'est le collectif qui m'a permis de sanctionner, et dans 50% du temps, je me suis créé moi-même mon propre tir. La saison passée, on était seulement à 36% de paniers marqués en ayant généré une passe décisive à un coéquipier. Donc on passe de 65-35 à 50-50. L'impact collectif, et comme par hasard, c'est corrélé derrière avec une très forte augmentation des pourcentages de réussite. La saison passée, Booker, c'est 32% à 3 points. C'était très très faible. À 3 points, et ben on est à 53. Là, il y a une forme d'insolence dans l'adresse, ça va se normaliser. On va pas avoir un Booker maintenu à 53 toute la saison. Mais ce regain d'efficacité, il est complètement à mettre au crédit du collectif qu'on a monté derrière, qui permet de le maximiser. Et quand on va regarder les playtypes, quand on va regarder les composantes d'attaque, eh bien on retrouve à l'image de Booker, donc ramener un individu, ce qu'on avait identifié à l'image des Suns, 46% de la structure du jeu d'attaque de Devin Booker, c'est des structures de jeu individuelles, donc c'est de l'isolation, c'est du pick and roll. On était à 62% la saison passée. Donc on retrouve ce ratio, d'apport collectif, de disparition des séquences individuelles pour des séquences plus structurées collectivement, et ça a complètement réussi à Devin Booker, et ça s'est matérialisé aussi dans la transition, où la saison passée, dans 75% des cas, dans 75% des séquences de jeu rapide qu'il jouait, c'était lui le porteur de balle, donc lui qui montait la balle et qui fixait et créait pour les autres. Cette année, c'est 50%. Donc, vous avez 50% du temps, c'est lui qui pousse, et 50% du temps, c'est peut-être Rubio qui pousse, lui il court à côté, et il est bien servi. Et ça, évidemment, ça change tout, parce que vous avez un Booker qui se concentre davantage sur la finition, et c'est Rubio qui, c'est plus dans son registre, et à ses côtés, pour être dans une dimension de création. Et puis quand le ballon revient dans les mains de Booker, c'est souvent après des petites séquences d'attaque où le ballon a un petit peu circulé, et là c'est plus dangereux parce qu'il agit un petit peu dans le dos de la défense.
et vous créez comme ça davantage de danger. C'est toujours beaucoup plus compliqué d'aller défendre sur un joueur quand il n'est pas au point de démarrage de la séquence, où c'est pas lui qui est arrivé balle en main et où la défense est focalisée sur lui. Là, il existe un petit peu dans l'ombre, et puis d'un seul coup, il jaillit, et là, il y a du danger. C'est ce que les Bulls, par exemple, à l'époque, faisaient très très bien dans le triangle avec Michael Jordan. Michael Jordan commençait très rarement les séquences en étant celui qui montait la balle. Il était souvent à l'opposé de la séquence au début, et puis il y avait quelques mouvements, il venait se présenter, il y avait eu quelques démarquages, quelques écrans, son défenseur était un petit peu en retard, et bam, il mettait la petite élévation. Donc on retrouve aussi quelque part ces fondements-là dans le jeu des Suns avec un Booker qui est beaucoup plus utilisé dans ce qu'il fait le mieux, aller mettre des points, aller être le finisseur. Et l'évolution Booker, eh bien, elle saute aux yeux quand vous regardez ses stats et ses stats avancées, puisqu'il met le même nombre de points quasiment. Hein. Il met le même nombre de points en jouant même un tout petit peu moins, mais surtout en tentant moins de tirs. C'est-à-dire qu'on a un Booker qui s'est complètement maximisé, qui a complètement augmenté son efficacité, parce que son taux d'usage a baissé, c'est-à-dire qu'il a moins souvent la balle en attaque, et pourtant, eh bien, il met le même nombre de points et il y a un énorme gain en efficacité au pourcentage, au tir réel. On va gagner pratiquement 8 points de pourcentage, on est à 7-8 points de pourcentage gagné. Et regardez l'impact. Au final, regardez l'impact progresse aussi. Donc on a quelque part un paradoxe dans la Booker mutation, c'est qu'on a un joueur qui a eu moins la balle en main, mais qui a réussi à mieux exister en attaque, et c'est complètement flagrant quand vous faites le tracking des ballons récupérés par Booker. On l'a dit, il joue un tout petit peu moins, mais en moyenne, il a 53 touches de balle par match, 53 fois il touche la balle, et son temps total de possession, c'est 3 minutes, c'est 3,6 minutes, quand la saison passée, il avait 76 touches de balle par match, et quand son temps de possession était de 6 minutes en cumulé. On a pratiquement divisé par 2 du côté des Suns le temps de possession balle en main de Devin Booker sur cette saison. Donc on a fait quelque part passer Devin Booker de James Harden, je suis le playmaker, j'ai très souvent la balle en main, à Klay Thompson. Je suis le joueur qui jaillit à un moment de l'écran, et je garde la balle une seconde, je fais ma petite élévation et je sanctionne, ou je fais mon petit backdoor et je sanctionne. On a de James Harden à Klay Thompson, on a fait évoluer Devin Booker sous le coaching de Monty Williams, et avec l'apport de Rubio, avec le rapport de Baines qui crée les passes décisives, et ça c'est vraiment intéressant. Ça c'est vraiment intéressant, et ça va complètement dans le sens de ce que je vous ai souvent expliqué. Réponse collective à une problématique d'efficacité d'un joueur, et c'est exactement ce qu'on a eu dans le cas des Suns avec Devin Booker, qui franchit un palier cette saison parce qu'il y a tout un collectif qui le pousse derrière. Et puis évidemment les Suns se portent bien cette saison parce que structurellement l'équipe est beaucoup plus solide. L'équipe est beaucoup plus solide et beaucoup plus intelligemment construite, parce que Phoenix la saison passée, c'était Booker en gros en playmaking, pour caricaturer, et aux côtés de Booker, 4 joueurs avec soit un 3 points inexistant, Ayton, pivot traditionnel, je ne tire pas à 3 points, et des joueurs extérieurs avec des pourcentages à 3 points absolument catastrophiques. On avait Josh Jackson à 32%, on avait Bridges à 32%, on avait Bender qui est un intérieur qui peut s'écarter mais qui était à 22% à 3 points, et vous aviez donc un Booker obligé de coexister offensivement avec des joueurs eh bien, qui ne permettaient pas d'étirer la défense et aller essayer de faire quelque chose en attaque quand les défenses adverses, sachant très bien que ces joueurs-là ne vont pas sanctionner en efficacité, eh bien restent collés à la raquette. Vous êtes obligé d'aller tenter des pull-ups à mi-distance, vous êtes obligé de tenter des choses très compliquées et peu rémunératrices en attaque, parce que vous n'avez pas le spacing, vous n'avez pas les intervalles pour créer quelque chose de cohérent et d'efficace. Et puis, vous pouviez intervertir et mettre Oubre Junior. Ces Suns avaient des vraies problématiques de spacing parce que personne ne pouvait sanctionner en efficacité
à 3 points, et même sur une connexion Booker-Ayton, et vous pouviez avoir des aides qui venaient de tous les côtés, parce que Bender et ses 22%, moi je le laisse tout seul. Je suis le défenseur de Bender, je le laisse tout seul et je viens doubler. J'ai pas grand risque à faire ça. Cette saison, la saison passée, ces Suns n'avaient qu'un seul joueur parmi les 10 qui jouaient le plus, il n'avait qu'un seul joueur avec un pourcentage de réussite à 3 points supérieur à la moyenne NBA. Je ne suis pas en train de vous parler d'un pourcentage dans le top 10 de la NBA, je vous parle juste d'un pourcentage supérieur à la moyenne NBA. Il n'en avait qu'un seul. Donc, comment voulez-vous étirer l'attaque ? Comment vous voulez ouvrir un petit peu la raquette pour aller chercher des points au pourcentage avec aussi peu d'efficacité derrière la ligne, aussi peu de danger extérieur. Cette saison, les Suns, ils ont 7 joueurs. Ils ont 7 joueurs, on fait abstraction de Ayton, on va considérer, mis à part le premier match qui n'a pas joué avec Phoenix. Vous avez 7 joueurs qui ont un pourcentage à 3 points supérieur à la moyenne NBA. Ils ont un peu la baraka, c'est pour ça que je vous dis, il va y avoir sans doute une normalisation de l'adresse, il va y avoir un petit contre-coup dans cette équipe de Phoenix, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de danger extérieur, et ça, évidemment, ça permet d'étirer l'attaque. Et oui, on peut avoir des séquences en 5-out, avec Baines qui reste en haut, avec Rubio qui fait la montée de balle, avec Booker qui existe un petit peu sur le côté faible. On fait des petites séquences comme ça où ça croise. Et puis, à un moment, vous avez un démarquage de Booker, bam, il y a un backdoor. Et la raquette est libérée parce que les défenseurs ont été obligés de monter. Sur ces joueurs qui peuvent sanctionner en efficacité. Et puis, à contrario, si on a un Booker qui va driver et que la défense s'écroule sur lui, bah vas-y, on va renverser sur Baines. Et il en met 1 sur 2. Donc on est dans une réussite absolument insolente et ça, évidemment, ça catalyse la réussite de cette équipe de Phoenix. Donc pour résumer, évidemment que les débuts de ces Suns de Phoenix sont encourageants. Ce qui est très encourageant, c'est que l'envie de défendre est là. Et ça, c'était la première chose que ces Suns avaient besoin de retrouver, c'était une envie de défendre. On est à l'unisson collectivement en défense pour aller neutraliser les adversaires directs. Et puis, on a enfin une structure collective en attaque. Les niveaux de réussite actuels ne vont pas durer. Je veux bien être plein d'optimisme pour ces Suns, mais les niveaux actuels quand même d'efficacité me paraissent très très au-dessus des moyennes des joueurs, donc il va y avoir un petit effet de normalisation, le niveau offensif des Suns va un petit peu baisser, mais il va rester à des niveaux tout à fait intéressants, parce que justement, on a une construction collective qui permet d'aller chercher des paniers au pourcentage, qui permet d'aller chercher des paniers clés en main. Donc, on a une vraie révolution Suns, parce que l'attaque était catastrophique, on l'a corrigée avec du vrai collectif. La défense était catastrophique, on l'a corrigée avec de l'envie, avec de la solidarité, avec de la rigueur. Donc, sur tous les tableaux, quelque part, ces Suns progressent. Donc ça, c'est merveilleux. C'est à mettre évidemment au crédit de Monty Williams. Si vous doutiez encore de l'impact et de l'apport d'un coach dans le basket et dans le basket NBA, l'exemple de l'arrivée de Monty Williams aux Suns est quand même suffisamment flagrante, j'espère, pour vous faire changer d'avis. Et puis, quelque part, les Suns sont là où ils devraient être. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce très bon début de saison est aussi corrélé avec un début de calendrier qui est relativement favorable pour Phoenix. Alors certes, ils ont dû jouer des grosses équipes. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ont joué tous les équipes qui tankent de la NBA, loin de là, mais pourquoi je vous dis qu'ils avaient un début de calendrier relativement favorable ? Parce que 10 des 14 premiers matchs de ces Suns sur cette saison sont des matchs à domicile. Et croyez-moi, quand avant une rencontre, vous dormez dans votre lit, eh bien, ça change beaucoup de choses sur votre état mental, votre état de fatigue et votre capacité de récupération. Donc, ces Suns ont bien profité de ce début de calendrier favorable. C'est pour ça que je vous dis qu'ils sont là où ils devraient être, en étant un petit peu cynique, en étant un petit peu arrogant. A contrario, ces Suns ont besoin d'engranger un maximum de victoires sur les 2 premiers tiers de la NBA s'ils veulent avoir des ambitions de play-off pour cette saison 2019-2020, parce que 12 des 18 derniers matchs de Phoenix auront lieu à l'extérieur. Donc, début de calendrier facile avec des gros guillemets, mais attention, fin de calendrier à accident, beaucoup de déplacements, et
dans les 20 derniers matchs, on sera dans, quand les équipes auront une soixantaine de rencontres dans les pattes, on sera dans les matchs entre guillemets les plus importants. Ils sont tous importants, mais pourquoi je vous dis entre guillemets les plus importants? Parce que c'est les matchs qui vont commencer à déterminer qui va faire les playoffs ou non, qui a encore une chance de les faire ou non, et quel va être le classement final, même si à l'ouest, à mon avis, ça va se jouer dans les dernières journées. Mais les 20 derniers matchs vont être hyper importants, et les Suns, eh bien, sur les 18 derniers les concernant, ils en ont 12 à l'extérieur. Donc il y aura la fatigue accumulée, les déplacements, il y a des équipes compliquées, ils ont vraiment une fin de calendrier difficile. Donc ces Suns, ils doivent arriver au All-Star Break avec le maximum de victoires en banque s'ils veulent espérer arracher une bonne place qualificative et éventuellement même une qualification tout court en playoff. Faut des Suns qui sont à 55-60% de victoire idéalement avant le All-Star Break, mais plutôt 60 que 55, parce qu'avec ces 18 derniers matchs à l'extérieur, ils vont vraisemblablement tomber à 50, et auquel cas réussir à se positionner en milieu de tableau à l'ouest. Ayons ça en tête, mais ça n'enlève en rien à la très belle performance des Suns sur ce début de saison, une équipe qui est plaisante à jouer parce qu'il y a du collectif, il y a des qualités d'attaque, et sa défense, c'est pas open bar, c'est pas All-Star Game tous les soirs. Donc évidemment, on suivra ça de près. Allez, bon match à tous.